reviennes sur ces rencontres, sur ce que tu as vécu, comment tu as découvert peut-être le logement accompagné. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier, lorsque tu es intervenu dans cette salle, on ne va pas rappeler tout ton parcours, hein, tu as été pupille de l'État pendant 18 ans, à la rue pendant 15 ans, et suite à une rencontre avec l'écrivain Marie de Pléchin, tu as enfin pu avoir un logement, premier logement décent en tout cas, et tu as eu le premier studio de ta vie, premier vrai logement de ta vie à 44 ans, il y a 8 ans. Tu racontes dans un livre, comment s'appelle le livre d'ailleurs? Longtemps j'ai habité dehors chez Flammarion. Voilà, tu racontes tout ton parcours. Alors, d'abord, question très générale, est-ce que tu as découvert un monde avec le logement accompagné? Oui, c'est vrai que j'ai vraiment découvert à travers ces 2 journées l'importance d'être accompagné dans le logement, parce que même si le logement d'abord, évidemment je suis pour, mais ça marche pour des personnes qui sont à la rue depuis peu, mais comme je l'ai dit hier, tomber à la rue, bon, c'est pas trop grave, mais c'est d'y rester longtemps. Et quand on est resté trop longtemps à la rue, eh ben, un accompagnement est indispensable. Et c'est vrai que moi, si j'avais eu à mon époque l'UNAFO ou un accompagnement quand j'ai eu mon premier appartement à 44 ans, eh ben, peut-être qu'il ne me serait pas arrivé tout ce qui m'est arrivé. Voilà quoi. C'est-à-dire que toi, on t'a pas parlé du tout de l'accompagnement? Non, en fait... même à 18 ans. Ah, même à 18 ans, pourtant je sortais d'une grosse institution qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance. Et non, et même encore aujourd'hui, je peux vous le dire, puisque moi je me bats, ça fait partie d'un de mes débats, de mes combats, je veux dire, pour que les enfants de l'aide sociale à l'enfance ne soient plus à la rue à 18 ans. Mais franchement, personne ne parle de logement accompagné. Tu as visité un certain nombre de résidences, d'institutions, oui. à Paris. Oui. Tu connaissais ces lieux? Non, je connaissais pas du tout. En fait, lorsque la région présidée par Valérie Pécresse m'a proposé de faire une mission, de me missionner pour les femmes à la rue, et ben, je me suis dit, bon, bah, voilà, allons voir ce qu'il y a de bien. Bon, ce qu'il n'y avait pas de bien, ça je connaissais déjà, mais je ne savais pas, c'est les choses qu'il y avait de bien. Et en effet, donc, je suis allé visiter une pension de famille de l'UNAFO dans le 14e arrondissement, qui est une pension de famille vraiment, je peux vous assurer, trop belle, avec un jardin. J'ai discuté avec les résidents, enfin vraiment, c'est super. Et à l'intérieur, ce qui est formidable, puisque moi je suis pour ça, c'est qu'il n'y a pas de travailleurs sociaux. En fait, il y a des responsables, évidemment, il y a quand même 2 personnes qui tiennent la pension de famille, mais en fait, ils tiennent à ce qu'ils se servent du droit commun. Parce que souvent, quand on est dans un foyer d'urgence, tout se passe à l'intérieur. L'assistante sociale est à l'intérieur, le psychologue est à l'intérieur, enfin, tout est à l'intérieur. Et moi, ce que je trouve intéressant pour rester en contact avec la société, c'est que tout en étant dans une résidence, dans une pension de famille, qu'on puisse toujours utiliser les institutions du droit commun, mais comme tout le monde le ferait. Donc voilà, dans le 14e, j'ai découvert ça. Et j'ai découvert une résidence sociale à Porte des Lilas. Alors là, je peux vous assurer que c'est magnifique. Ils ont une vue, ils ont des terrasses magnifiques. Et je l'ai dit hier, mais je vous jure que c'est mieux que mon 19 mètres carrés que j'ai actuellement à Jaurès dans le 19e. Non mais franchement, c'est vrai, c'est magnifique. Et là, ce qui est très bien, c'est qu'il y a une vraie mixité. Parce qu'on a tendance en France, voilà, on va mettre tous les toxicos ensemble, tous les vieux sans-abri qui sont malheureusement... qui ne pourront peut-être jamais travailler ensemble. On va mettre les alcooliques ensemble. Et là, dans la résidence sociale que j'ai vue à Porte des Lilas, il y a une vraie mixité. Il peut y avoir un couple, il peut y avoir un étudiant, il peut y avoir un RSA, il peut y avoir des gens qui travaillent. Et moi, je crois beaucoup à la mixité dans le logement social. Pour vous dire, moi, je suis dans un HLM
Et je regrette, et heureusement que je suis très, très engagée par rapport au logement, mais je me bats pour qu'il y ait de la mixité. Parce que voilà, dans le logement social d'ailleurs, même des élus qui veulent m'avoir dans leur poche m'ont proposé de déménager. J'ai dit non, je ne déménagerai pas. Parce que si je déménage, parce que actuellement dans mon HLM, il y a des RSA, des handicapés, des gens qui sont très cassés par la vie, qui ont été à la rue pendant 10 ans. Si moi je pars, c'est très prétentieux ce que je dis, c'est pour vous dire à quel point je suis une vraie militante. Si je pars, il n'y a plus que des bras cassés dans cet immeuble, où on est 29 résidents. Et actuellement, vous voyez, quand il y a des problèmes de toxicomanie dans les couloirs, moi j'arrive, et moi je laisse rien passer. Mais les gens qui ont vécu une telle précarité, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, ça se passe aussi dans les centres d'hébergement, ils ont tellement peur, ils sont tellement heureux d'avoir le peu qu'ils ont, ils ne vont jamais se plaindre. Mais moi aujourd'hui je connais mes droits, et demain je sais qu'on ne va pas me virer parce que je vais gueuler, parce qu'il y a un trafic de drogue dans mon couloir. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Tu m'as dit tout à l'heure cette phrase, c'est-à-dire c'est s'autoriser ou les autoriser à avoir du beau. Oui, c'est vrai. Oui, parce que malheureusement, quand on est dans la précarité, moi je vous dis ce que j'ai vécu pendant 15 ans, et malheureusement aujourd'hui, moi qui suis très proche des sans-abri, ils me disent encore la même chose, et j'ai plus d'un demi-siècle quand même, c'est que, en tout cas, eux, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit de se faire plaisir, ils n'ont pas le droit de rêver, ils n'ont pas le droit au beau. Et moi, je peux vous assurer qu'il y a des centres d'hébergement à Paris et en Île-de-France qui sont dans un état d'hygiène inacceptable, et pourtant qui sont subventionnés par l'État. Et moi, je peux vous assurer qu'il y a plein de sans-abri, ils en ont tellement marre de sortir avec des poux et des puces, voire autres, que... ils n'y retournent plus. Après, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a des centres d'hébergement, pourquoi les sans-abri n'y vont pas? Moi, je peux vous assurer que je les comprends. Mais malheureusement, quand je leur dis, mais dis-le à la directrice, mais eux, en fait, ils se disent, mais non, mais si je le dis, on va m'engueuler, on va me virer. C'est comme, je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de faire de polémique, mais c'est comme quand les personnes vont chercher des repas, soit à la soupe populaire, soit via diverses associations qui distribuent des repas. Je peux vous assurer que des fois, on leur distribue de la merde. Mais moi, je leur dis, quand je vais à la soupe populaire à République, je dis, viens, on va gueuler. Ils me disent, non, on va pas le dire. Après, la prochaine fois, ils vont pas vouloir m'en donner. Ça, c'est pas normal. C'est comme si, quand on était pauvre, c'est mange et tais-toi. C'est déjà bien beau. Comment ? En gros, c'est déjà bien beau. Oui, c'est déjà bien ce qu'on fait pour vous. Voilà. Juste revenir un peu en arrière sur... là, on a parlé tout à l'heure avec l'exemple européen. On disait que c'était en Finlande où le système était moins cloisonné. Oui. Ce système français, de ce que tu as entendu depuis hier, notamment hier matin, on a eu des représentants du gouvernement. Qu'est-ce qui t'a marqué, déçu, agacé Par rapport à la France, tu veux dire ? Oui. Alors, par rapport à la France, moi, je trouve en effet... qu'en France, tout est trop cloisonné. J'étais là tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En France, tout est trop institutionnalisé. Elle a parlé de cases, et malheureusement, c'est une réalité terrible en France. Et nous, moi, je suis plus sans-abri, et pour les sans-abri, comme on sait qu'il faut qu'on rentre dans une case, on est prêt à mentir pour rentrer dans une case. Mais des fois, on est incasable. Alors, quand on est incasable, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est toute la problématique. Et ce qui fait que, après, on s'habitue à la rue, on s'approprie les codes de la rue, et puis après, on comprend plus le langage des inclus. Et petit à petit, on se désociabilise de la société. Et puis 15 ans plus tard, voilà, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Là, il faut rattraper tout un boulot qui aurait dû être pris dès le départ. Moi, je sais qu'en Angleterre, j'ai vu beaucoup de choses sur l'Angleterre. Il y a quelque chose que j'apprécie quand même en Angleterre, c'est que dès que vous tombez à la rue, ils vous attrapent. Alors qu'en France, vous appelez le SAMU, je peux vous assurer que même encore en 2019, allô, vous êtes à la rue depuis combien de temps ? Depuis hier. Vous n'avez pas une autre solution ? Au CHAPSA, il faut prouver que ça fait 3 mois qu'on est à la rue. En fait, en France, on attend que vous soyez bien cassé,
Et puis là, mais c'est trop tard. Moi, ça va. Il y a un truc d'ailleurs dont on n'a pas assez parlé. Et grâce oh mince, à la pension de famille de Saumur, on en a parlé. Et il y avait des... Je vais y revenir. On y reviendra après. Ouais, d'accord. Ouais. Mais où j'en étais du coup on était sur le fait qu'on attendait que les gens soient cassés, en fait. Oui, on attend que les gens soient cassés. Moi, voilà, la chance que j'ai eue, j'ai été obligée de passer par les psychiatres, mais sans les psychiatres, je ne serais pas là. Mais malheureusement... Tu aurais pu les éviter. Comment ? Tu aurais pu les éviter. Si à 18 ans, tu avais non, mais moi, j'étais sous tutelle de juge, j'étais obligé, moi. J'avais pas le choix. Sinon, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Et en fait... en tout cas, je suis sûr que j'ai raison, puisque tout à l'heure, avant qu'on fasse le point ensemble, j'ai rencontré du coup une pension de famille de Saumur qui ont une très belle exposition sur les préjugés, et les personnes qui sont là, qui s'en sont sorties, c'est grâce aux soins. Donc ça veut bien dire que le soin reste une partie importante pour s'en sortir. Parce qu'on a entendu tout à l'heure le témoignage sur les jeunes notamment, tu sais, où elle expliquait qu'on fait de la prévention. On n'attend pas justement qu'ils soient à la rue et qu'ils soient cassés. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit là, par rapport à mes amis belges d'ailleurs, qui connaissent Doucheflux, dont je suis la marraine en Belgique, avec Laurent Durcel et Géluc. C'est que tout est dans la prévention. Quand on est, mes petits amis là, hein, mes copains, vous pouvez vous lever, je vous dis un grand bravo. Bravo. Comme par hasard, ils sont comme moi. Ils viennent de l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, ils savent très bien, quand on aura 18 ans, on sera à la rue. Ouais. La prévention, elle peut être faite quand même. Ils vont pas venir. On le sait. À part si vous êtes tombé dans la super famille d'accueil 3 étoiles. Mais malheureusement, c'est rarement le cas. Et à partir de 15 ans, en principe, l'aide sociale à l'enfance vous met dans des foyers, justement pour pas que la famille d'accueil ait trop d'affection pour l'enfant et ne s'attache trop à l'enfant. Donc on se retrouve dans des foyers, et les foyers de l'aide sociale à l'enfance savent très bien qu'à 18 ans, le jour de votre anniversaire, ils vous ouvrent la porte et ils vous disent au revoir. Donc, vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas faire de prévention. C'est comme la prison. Les enfants de l'ASE qui sortent, principalement les garçons, parce que les femmes, bon, elles se débrouillent avec leur corps. Les garçons, eux, ils se débrouillent en faisant des trafics de pièces détachées et tout. Eux, ils se retrouvent en prison. La plupart des gamins qui sortent de prison au bout de 3 mois, ils se retrouvent en prison. Pourquoi on ne fait pas de prison, on ne fait pas de prévention en prison? Moi, la plupart des gens que je connais qui font de la prison en boucle, ils vont en prison, ils ne savent pas lire, ils ressortent de prison, ils ne savent toujours pas lire. Là aussi, on peut faire de la prévention. On est d'accord? Donc en France, il y a un manque de volonté sur la prévention, et la prévention, c'est un gros sujet dans mon rapport qui va sortir en janvier pour la région Île-de-France. T'as entendu hier matin, dans la table ronde, on a ouvert par la question de l'utilité sociale du logement accompagné. Oui. C'est ce que je disais en ouvrant hier matin, c'est que finalement, on peut qu'être convaincu par l'utilité sociale du logement accompagné. Ça t'a surpris qu'ils se questionnent eux-mêmes sur cette question, sur ce thème-là? Oui, moi j'ai été assez surprise pendant ces 2 jours qu'il y ait autant de personnes qui se questionnent sur ce sujet. Surtout que moi, comme j'ai dit hier, je me répète un peu pour ceux qui m'ont écouté hier, mais quand j'ai eu mes 44 ans, il faut savoir que j'étais la plus heureuse, enfin, j'aurais dû être la plus heureuse du monde quand j'ai eu mon appartement, et au bout du compte, j'ai fait une dépression horrible pendant 6 mois. Et si on m'avait proposé un logement accompagné, peut-être que je ne serais pas passé par où je suis passé. Et pourtant, les travailleurs sociaux, je les connais, moi. Donc, il y en a même parmi mes amis. Mais apparemment, ça reste quelque chose encore d'inconnu. Et tout à l'heure, hier, je parlais avec quelqu'un, et en tout cas pour certaines personnes qui ont malheureusement vécu trop longtemps à la rue, c'est pas le logement d'abord, je t'en parlais hier, c'est le logement accompagné d'abord. Voilà. Oui. Tu parlais tout à l'heure
des préjugés. Je voudrais qu'on revienne là-dessus. Ah oui. Parce que cette exposition, elle est remarquable. Là-haut, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez encore aller la découvrir. Tu en as été victime toi-même, j'imagine. Oui. On a parlé Tu étais tout à l'heure à l'atelier sur les créations artistiques. Tout à fait. Qui était passionnant, qui permettent de changer le regard, c'est ce qu'on a entendu. Ça te choque quand on dit ça, de changer le regard sur... Oui. Alors, en fait, je vais vous expliquer en 2 secondes. Moi, personnellement, j'ai fait aussi partie d'un projet artistique avec... on était presque 30 sans-abri, voire grande exclusion. Bon, moi, ça va, j'étais pas dans la grande exclusion. Je buvais bien, j'étais encore dans le crack, mais bon. Mais j'étais vraiment avec la grande exclusion. Des problèmes psychiatriques, des personnes, s'ils n'avaient pas fait leur piqûre, voilà, enfin, c'était une catastrophe. Et on a joué les bas-fonds de Maxime Gorky au Théâtre National de Chaillot. Et en fait, j'ai été très choquée de voir autant de personnes qui, tout à coup, découvraient que des gens étaient capables de faire une pièce de théâtre. Pour vous dire, je l'ai raconté tout à l'heure à Stéphane, il y a quand même des gens, parce que moi, j'avais le rôle de Vassilissa, et en fait, moi, j'avais pas, comment vous dire, j'étais tellement tout le temps habillée avec mes gros blousons, je n'avais aucune notion de ma taille. Et en fait, j'avais une robe à la russe, et j'étais très cintrée. Donc ma poitrine était très mise en avant. Pour vous dire, il y a un spectateur qui est venu me demander si c'était mes vrais seins. Non mais je vous jure. Et moi, je suis toujours, ça me choque toujours, de la part des travailleurs sociaux, de la part des metteurs en scène, de la part des citoyens, qu'on puisse penser. Moi, j'ai vu des spectacles d'autistes, j'ai vu des spectacles avec des sourds et muets, bon, j'ai vu aussi avec des sans-abri, qu'on se dise, avec des toxicomanes aussi. Oh, mais c'est incroyable, mais j'en reviens pas, mais ils sont trop bons. Mais en fait... Et quand j'entends aussi, il faut leur redonner de la citoyenneté. Mais ils ont été citoyens un jour. Qui leur a enlevé leur citoyenneté? Eh bien, c'est la société. Et après, la société, elle subventionne des projets pour qu'on leur redonne leur citoyenneté. Mais en fait, on a toujours été des citoyens, même quand on était à la rue. Même moi, dans la rue, je peux vous assurer. D'ailleurs, j'ai chanté pour l'UNAFO hier au karaoké. Je ne sais pas où il est... notre directeur général de l'UNAFO, mais j'ai chanté la chanson... On peut tout révéler, on va pas tout dire. J'ai chanté la chanson... C'est à 1h du matin, donc il y a prescription. Avant. Mais je chantais la chanson que je chantais dans le métro. Et tout le monde me disait, mais vous chantez trop bien. Mais en fait, j'ai toujours chanté bien. J'ai toujours aimé m'amuser, aimer... Enfin, vous voyez, ça m'épate toujours, le regard qu'on a quand tout à coup on met des sans-abri en lumière, ou des gens exclus de la société. Alors que ces personnes-là, ils ont une richesse. Sauf qu'en fait, au bout de 10 ans de rue, eh ben, eux-mêmes l'ont oublié. Et puis la société, elle leur a bien fait comprendre, de toute façon, si tu es à la rue, c'est que tu l'as mérité. Et puis si tu es à la rue, tu dois pas être bon à grand-chose. Et vous savez qu'à force de l'entendre, on y croit. Qui est-ce qui a, d'après toi, les solutions aujourd'hui qu'on ne trouve pas? Alors, pour moi, les solutions, c'est un partenariat entre les sans-abri et l'institution. Alors, je pense, évidemment, l'institution, c'est large. Je ne vais pas parler politique, parce que je peux vous assurer que c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas, c'est un partenariat entre les sans-abri, les personnes précaires et tous les acteurs du terrain. Voilà, tous les travailleurs sociaux qui existent. Ça, c'est... Moi, je sais... Moi, personnellement, aujourd'hui, on m'embauche avec les acteurs du terrain, les travailleurs sociaux, les associations telles que Sœur Emmanuelle, la Fondation Abbé Pierre. Ils m'appellent parce que des fois, ils ont des vraies problématiques au sein de leur structure avec certaines personnes résidentes, et ils me disent, mais Elina, là, on ne sait pas quoi faire. Ben, j'ai dit, écoutez, peut-être qu'on n'a qu'à réunir tout le monde. Et moi, je pense qu'il est là aussi le problème. C'est parce que la façon
dont réfléchissent les travailleurs sociaux qui ont fait de grandes études et les personnes qui sont tombées à la rue pour des raisons X, peut-être parce qu'il y a un artisan, sa boîte elle s'est écroulée, un divorce, mais qui n'ont pas les études d'un travailleur social, eux ne pensent pas la même chose. Enfin, ils ont une autre façon de réfléchir à comment s'en sortir. Et je trouve que les sans-abri, les personnes précaires ne sont pas assez écoutées. Alors, je ne sais pas si tu veux que je dise la suite. Ah ben, vas-y. Et par rapport au manque... et je voudrais vous... Alors, c'est une proposition, hein, monsieur le président de l'UNAFO, qui est en face de moi. En tout cas, si vous deviez améliorer, hein, ça ne tient qu'à moi, je ne détiens pas la vérité, mais pour votre prochaine... comment on dit, pour votre rencontre nationale. Pour votre prochaine rencontre, je vous encourage vivement, vraiment, à inviter un maximum de pensionnaires et les laisser témoigner. Et eux, je vous assure, ils vont être pertinents. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais avec vous, hein, la maison pensionnaire de Saumur. Rien qu'en parlant, déjà, c'est mes super potes, quoi. J'ai envie qu'ils viennent témoigner là, quoi. Et je peux vous assurer que ça peut faire vraiment de très, très beaux débats. Parce que les solutions, vous ne les trouverez pas sans les pensionnaires, sans les résidents, sans les sans-abri, excusez-moi pour ma voix. Il faut vraiment que vous travailliez main dans la main. Jean-Paul Vaillant répondra tout à l'heure. Parlons un peu de toi aujourd'hui. À quoi ressemble ta vie, Elina? Est-ce que tu es heureuse? Alors, moi, je suis heureuse. Je ne sais pas de quoi est fait demain. Souvent, on me demande, mais c'est quoi tes projets? Pour vous dire, je n'ai aucun projet. J'en ai tellement bavé pour en arriver là où je suis. C'est que moi, le principal, c'est d'être heureuse. Et je peux vous assurer que j'ai compris un truc, c'est que le bonheur, il se trouve à l'intérieur de soi et pas dans l'avoir. Malheureusement, nous sommes dans une société de surconsommation qui vous fait croire que c'est en consommant qu'on est heureux. Moi, je peux vous assurer que j'ai eu 52 ans le 10 novembre. Demain, je peux manger des pâtes, j'en ai mais vraiment strictement rien à faire. Et le jour où tout le monde aura compris ça, je pense qu'on aura fait une grande avancée. Voilà, donc je n'ai pas de projet, j'ai gardé quelque chose de la rue, je vis le moment présent. Et ça, je crois que c'est magique. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vivre le moment présent. Par exemple, moi, aujourd'hui, là, je suis heureuse. Je me dis pas... je me dis pas demain, mince, il y a ça qui va m'empêcher d'être heureuse, là, tout de suite. Je sais vivre le moment présent. Demain, on verra. Et je me dis, j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas de maladie, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras. Voilà, j'ai un toit. Pour moi, ça, c'est le principal, quoi. Mais, moi, depuis que j'ai un toit, mais je suis la plus heureuse du monde, quoi. Enfin, depuis que je me suis faite soigner pour m'approprier mon toit. Parce que, comme l'a dit très justement ce matin le monsieur... qui parlait de la psychiatrie, s'approprier un toit, c'est aussi une culture. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Donc, mais en tout cas, depuis que voilà, je me suis approprié mon toit, mais moi, je demande rien au monde, quoi. Je veux dire, maintenant, je suis là pour défendre la cause des plus démunis. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, tu travailles effectivement pour la région, tu nous as dit. Oui, pour la région. Qui sera remis. Alors, il sera validé. Là, il va bientôt être validé. Il sort en janvier. Et aussi, je dois le dire, parce que je fais un boulot avec lui. Enfin, vraiment, on est en partenaire tous les deux avec Yann Brossat, qui est adjoint à la ville de Paris. Vraiment, il fait un boulot monstrueux. On a fait des tribunes par rapport à tous les... Enfin, voilà. Enfin, on fait tout pour que le logement... pour qu'il y ait du logement social à Paris, quoi, parce que c'est pas évident. Tu dis que tu vis maintenant au jour le jour. Est-ce que tu vis aussi en optimiste? Oui, je suis très optimiste. Mais alors ça, je sais pas si c'est un trait de mon caractère. D'ailleurs, je sais pas si la Belgique est encore là. Elle est encore là, la Belgique?
Non, il est parti. Dommage. Parce que, en fait, je fais partie de la Ligue des optimistes en Belgique. Et je voulais leur faire un petit clin d'œil, mais ils sont partis. Je ne sais pas si ça vient de ma nature, mais j'avais une mère qui avait de graves problèmes psychiatriques, qui avait des accès de violence, et pourtant, c'était quelqu'un de très joyeux. Et je ne sais pas d'où vient mon optimisme, mais peut-être que tout simplement... je suis comme ça, ou alors, je sais pas, je connais tellement je veux dire, j'ai tellement vécu le plus dur, je peux être qu'optimiste, quoi. Je veux dire, moi, je veux dire, voilà, à 18 ans, j'avais jamais eu de toit, voilà, je me suis retrouvé à la rue, déjà, je pouvais que être optimiste. Peut-être qu'à 40 ans, quand on a tout eu et qu'on doit se remettre en question, qu'on n'a plus de toit, on a perdu ses enfants, on a perdu sa femme, c'est peut-être plus compliqué, je n'en sais rien. Mais je sais pas quoi dire à ça. Mais c'est vrai que je suis très optimiste. Ah oui, oui, ce que je vois depuis 2 jours. Ah ouais, mais dans la rue, tu avais ces lueurs d'optimisme aussi? Oui, j'avais... bon, évidemment, j'ai eu des moments de chute, hein, évidemment. Mais je sais pas pourquoi, le lendemain, je repartais comme en 14, quoi. Et d'ailleurs, ma psychiatre me disait toujours... vous êtes un très bon soldat. Elle me disait toujours ça. Et je sais pas, je peux pas l'expliquer. Peut-être c'est une nature. En tout cas, un jour, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup intéressé et qui disait il y a des bébés qui naissent tristes et il y a des bébés qui naissent gays. Alors peut-être que moi, je suis un bébé qui est né gay. Voilà, j'ai envie de dire ça. Mais c'est pas une raison pour laisser sur le trottoir les bébés qui sont nés tristes, bien sûr. Depuis 2 jours, c'est vrai, quand on est à ton contact, on ressent une énergie dingue, absolument dingue, par chaque seconde qu'on passe avec toi. Tu sais d'où elle provient, comment tu arrives à la conserver? On te voit effectivement, nous là, depuis 2 jours, très optimiste, joyeuse, positive, optimiste. C'est peut-être pas tous les jours comme ça, mais en tout cas, tu as cette force en toi considérable. En fait, comme m'a dit le psychiatre, je dis oui, les gens, ils me disent souvent je suis forte. Et le psychiatre qui m'a eu en main dès l'âge de 19 ans, il m'a dit oui, peut-être à la base il y avait quelque chose, mais en tout cas je peux vous assurer qu'aujourd'hui, sans les soins de mes psychiatres, je ne serais pas là. Et je n'ai pas peur de le dire. Je suis sous traitement depuis très longtemps. J'y resterai sans doute jusqu'à la fin de ma vie. Il n'y a pas de honte à être malade. Moi, je préfère me soigner tous les matins et être là devant vous. Et ça, je tiens à le dire parce que on est dans une société où c'est trop honteux d'être dépendant. Moi, j'ai pas peur de le dire. Voilà, je suis une dépendante. Je le serai à vie et c'est comme ça. Le principal, c'est de se soigner. Et alors, je continue toujours d'aller voir un psy de temps en temps quand les vieux démons reviennent. Et je pense que d'avoir derrière moi 35 ans de psychothérapie m'a beaucoup aidé. Parce que vous savez, à une époque, j'étais convaincue que c'était à cause de la société que j'étais à la rue. Mais un jour, j'ai compris aussi que dans la vie, eh bien, on est aussi metteur en scène de sa vie. Et qu'à un moment donné, on peut pas... Bien sûr que j'ai été victime, c'est pas de ma faute si j'étais à la DAS, c'est pas de ma faute si j'étais abusée quand j'étais petite dans le village. Mais on peut pas vivre avec ça toute sa vie. Et grâce à la psychothérapie, j'ai compris un jour, je devais avoir une trentaine d'années, eh ben, qu'il était peut-être temps que je prenne ma vie en main. Et ça, malheureusement, personne ne peut le faire à votre place. Par contre, vous pouvez être aidé. On s'en sort pas tout seul. D'où l'importance d'être accompagné dans le logement ou à travers la psychothérapie, à travers d'autres choses. Mais en tout cas, à un moment donné, on est seul à vouloir prendre sa vie en main. Personne ne pourra la prendre à votre place. Avec le meilleur accompagnement du monde. Moi, vous savez, j'ai encore des amis qui sont à la rue et j'ai un copain qui me dit souvent « Tu sais la différence, Elina, entre toi et moi, c'est que moi, j'ai un poil long comme ça dans la main. » Et il faut savoir que dans la rue, les cures, on les a gratos, il n'y a pas de problème. Hein, au niveau, on est pris en charge gratuitement. Alors après, il y en a qui ont un déclic, il y en a qui ne l'ont pas, et alors, moi je ne les juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi je veux dire, j'ai un copain, il préfère boire dans la rue, qui continue, des fois quand on se voit, lui il boit sa bière, moi je bois mon verre de vin. Voilà, moi je ne juge personne.
Pourquoi lui n'y est pas arrivé? Pourquoi moi j'y suis arrivé? Peut-être parce que je suis une femme, à savoir que quand même le nombre de femmes réussit beaucoup plus à s'en sortir que les hommes. Ça, c'est une vraie question. Pourquoi? Et en même temps, quand on fait une étude, même chez les inclus, à savoir que quand même, les femmes ont toujours une capacité à faire plusieurs choses en même temps, contrairement aux hommes. Et ça, dans la rue, malheureusement, on le retrouve. Et pour finir, je vais vous dire pourquoi je suis optimiste. Quand j'ai sorti mon spectacle en 2012, franchement, je me suis dit, mais qui ça va intéresser les SDF? Parce qu'à l'époque, je parlais comme ça. Et donc, au début, j'ai appelé que mon réseau, hein, mon réseau de copains. Il y avait tous les sans-abri qui venaient. Et le bouche à oreille, c'est très, très bien fait. Et le bouche à oreille, c'est fait. Et après, on m'a invité mais vraiment jusqu'à Bruxelles. J'ai beaucoup joué, pas qu'à Bruxelles, mais je jouais énormément en Belgique. J'ai joué en Suisse. Et plus ça allait, plus je faisais des grandes salles. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que moi, je suis produit par personne. Hein. J'ai pas, mon système d'affichage n'existe pas. Moi, c'est vraiment... Et je peux vous assurer que les gens qui viennent me voir, c'est des gens il y a les sans-abri, il y a des gens de la société civile, il y a de tout. Et puis le fait que je sois chroniqueuse aux grandes gueules, évidemment, les gens ont envie de savoir. Et à chaque fois, ils me disent « Mais c'est un vrai spectacle !» Parce qu'évidemment, ils pensent que je suis la petite SDF qui vient raconter sa vie. Mais j'en ai fait un métier. Aujourd'hui, je suis comédienne. Et à chaque fois, quand je vois 500 personnes qui se déplacent pour voir mon spectacle, parce que moi, l'objectif de mon spectacle, bien entendu, c'est de raconter l'humanité des sans domicile fixe de l'intérieur, avec beaucoup d'humour, de poésie et de tendresse. Et là, j'ai beaucoup d'espoir, parce que je me dis, c'est pas possible. À chaque fois que je joue, il y a toujours quand même entre 250 et 500 personnes qui se déplacent. Donc, et je me dis toujours, tant qu'il y aura des gens comme vous qui viendront vers moi, je croirai en l'humanité. Voilà. J'ai envie de te poser une autre question, mais en même temps, je me dis que c'était pas mal, celle que tu viens de prononcer là pour terminer. Je vais quand même te la poser. En t'écoutant parler, je me dis, elle a passé plus de 25 ans dans la rue. Et aujourd'hui, ta vie, elle n'est plus dans la rue, mais tu t'occupes de ceux qui sont dans la rue. Est-ce que tu t'imagines un jour sortir complètement, te couper complètement de cet univers-là pour faire autre chose? C'est envisageable pour toi ou pas? Alors, même si tu me dis que tu ne vois pas loin, mais... Alors, en fait, bien sûr, la question s'est posée plusieurs fois, surtout de la part de mon entourage. Mon entourage, souvent, me disent encore d'ailleurs, mais Elina, t'en as pas marre de toujours de t'occuper des sans-abri. Et évidemment, ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'en ai beaucoup parlé avec ma psychothérapeute. Et j'ai tenté d'être plus légère. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme si la rue faisait partie de mes entrailles et que, au nom de tous ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui n'ont pas eu le déclic ou qui n'ont pas eu... parce que la rue aussi, il y a un facteur chance, il y a un facteur de personnalité, enfin c'est comme tout, quoi. Pourquoi à la Starac, il y en a un qui est choisi, pourquoi il y en a un qui va recevoir un prix d'honneur, enfin... Dans la rue, c'est pareil. Et au nom de ça, j'arrive pas à me dire qu'un jour j'arrêterai d'aider les sans-abri. Alors aujourd'hui, j'utilise le spectacle, mais j'utilise aussi les maraudes. Mais j'utilise plein de choses. Je fais des conférences, je travaille à la région, enfin, je fais plein de trucs. Pour l'instant, pour moi, c'est pas envisageable. Parce que je me dis... je m'en suis sorti. Je sais qu'il y a plein de sans-abri qui m'écrivent souvent, qui me disent comment t'as fait. Et je me dis, je peux pas les laisser tomber. Je peux pas. Et puis, il faut que vous sachiez quelque chose. Ma mère était sans-abri. En fait, de ma génération, il y avait déjà des sans-abri. Et donc, je me dis, bon, moi, je sais que je suis en train de casser la chaîne.
Mais je me dis, tant qu'à casser la chaîne, autant le faire, voilà, pour tous ceux que je connais encore, et peut-être pour les futurs, parce que je suis contre les expulsions locatives, puisque on n'a pas le temps là cet après-midi. Mais moi, je peux vous assurer que s'il y avait un travail en amont, il n'y aurait plus de location locative, puisque les expulsions locatives, c'est bien simple. On vous expulse, on vous laisse 5 ans à la rue, puis après on essaye de vous rattraper, on vous met au SAMU, à la rue. Enfin, c'est terrible. Voilà. Écoute, on arrive à l'issue de cette discussion. Juste, en fait, voilà, tu as vu tous ces gens, l'univers du logement accompagné pendant 2 jours. Je te laisse libre, tu leur dis ce que tu veux. Écoutez, merci d'avoir été présent pendant ces 2 jours très riches, parce que bon, j'ai pas pu faire tous les ateliers, mais vraiment c'était très riche. J'ai appris beaucoup de choses. Un grand merci à l'UNAFO de m'avoir fait confiance pendant ces 2 jours. J'ai fait des super belles rencontres. Il est fort probable que j'aille en Guadeloupe. Et j'espère vous re-rencontrer, bien sûr, à travers... On a fait des échanges de cartes, de numéros. Mais en tout cas, lâchez rien, parce que je sais que c'est pas facile de faire du travail social. Par contre, le médecin qu'on a rencontré ce matin par rapport à la psychiatrie, il a raison. Ce qui existe au Canada, il faut absolument, c'est regrettable que ça n'existe pas en France, mais ce qu'il appelait lui du psychosocial, c'est-à-dire mélanger toutes les... Comment dire, les secteurs. Tous les secteurs, voilà. En France, on est travailleur social, on est infirmière, on est psychiatre, et j'espère de tout cœur qu'un jour, ce qui existe au Canada existera en France, parce que c'est ça la richesse du travailleur social pour aider la personne dans toute sa complexité. Parce que quand on est dans la rue, on n'a pas forcément besoin juste à manger ou juste d'un toit. On a peut-être besoin aussi de soins. On a peut-être besoin, je sais pas, on a mal aux pieds, on a peut-être besoin d'un podologue. Enfin, vous voyez. Et ça, j'espère qu'un jour en France, ça existera, quoi. Voilà. Et je sais plus quoi dire parce que j'ai tellement parlé pendant 2 jours. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci à l'UNAFO.